Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Nous célébrons aujourd'hui un anniversaire spécial, cher au cœur de tous les Marocains, le 47e anniversaire de la Marche verte. Cette marche pacifique est un événement historique, une intarissable source de fierté pour le peuple marocain. C'est aussi un témoignage fort de la cohésion entre le peuple et le glorieux trône alaouite. À cette occasion, nous vous proposons ce soir un journal spécial Marche verte au cœur des provinces du sud du royaume depuis l'Aïoun. Au sommaire notamment une évocation historique ainsi qu'un retour sur les grands chantiers lancés au Sahara marocain et sur les nombreuses victoires diplomatiques du Maroc. Bonsoir. D'abord, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève vendredi. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé au mausolée Mohammed V de Rabat une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Le souverain, accompagné de son Altesse royale, s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Hassan II. À l'issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, implorant le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. Ont assisté à cette veillée religieuse le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Sa Majesté le roi Mohammed VI s'adressera ce soir un discours à son peuple fidèle à l'occasion du 47e anniversaire de la glorieuse Marche verte. C'est ce qu'annonce le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie dans un communiqué. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et de la télévision ce soir à partir de 20h30. Nous célébrons donc aujourd'hui le 47e anniversaire de la Marche verte, une épopée glorieuse, symbole de patriotisme et de sacrifice, un événement historique qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les Marocains, un événement historique qui témoigne du génie, du regretté Sa Majesté le roi Hassan II et de la symbiose entre le peuple marocain et le glorieux trône alaouite. C'est l'une des pages écrites en lettres d'or dans l'histoire du royaume. La Marche verte demeure aujourd'hui un exemple de la mobilisation nationale et de la fierté d'appartenance au Royaume du Maroc. À cette occasion, Al-Oula vous propose ce soir une édition spéciale Marche verte au cœur de nos provinces du Sud depuis l'Aïoun où nos équipes sont fortement mobilisées. Nous retrouvons tout de suite Iman Ablou. Iman, bonsoir. Bonsoir Nisli, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver depuis la place d'Al-Mechouar Al-Aïoun pour ce direct spécial Marche verte. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui avec fierté une grande épopée historique, la glorieuse Marche verte. Nous célébrons son 47e anniversaire. Pour cette édition spéciale, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Mohamed El-Gibi Idrissi, directeur de l'École supérieure de technologie Al-Aïoun. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et ici à l'Aïoun, les festivités de la Marche verte ont commencé par le salut des couleurs nationales, une commémoration d'une épopée qui fait la fierté du peuple, du royaume millénaire. Des moments de forte émotion que nous revivons dans toute leur grandeur depuis la place du Mechouar au cœur de l'une des plus belles cités du Maroc, la ville de l'Aïoun au cœur du Sahara marocain.
ce 6 novembre un épisode illustre de l'histoire du Maroc contemporain. Les 47 ans de la glorieuse Marche verte, œuvre de feu Sa Majesté le roi Hassan II. L'appel royal a suscité un élan patriotique inégalé pour le parachèvement de l'unité territoriale du royaume. 350 000 Marocains de tous les âges ont marché pour la liberté, pour l'indépendance. C'était donc en pareil jour, le 6 novembre 1975. Retour en image sur une épopée mémorable. Mohamed Aïtishkar. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice donne un avis consultatif confirmant que le Sahara, au moment de sa colonisation, je cite, n'était pas terra nullius, un territoire sans maître. Des liens juridiques d'allégeance existaient entre le Royaume du Maroc et ce territoire. Fin de citation. Conforté par cet avis consultatif de la Cour internationale de justice de La Haye, Feu Sa Majesté Hassan II annonce l'organisation d'une marche de la paix et de la réunification. وروابط بيعة بين المملكة المغربية وبين الصحراء. 350 000 volontaires armés du seul Saint-Coran, de drapeaux marocains et de leur foi, venus de toutes les régions du royaume, convergent vers Marrakech, puis Agadir et Tarfaya. Le mercredi 5 novembre 1975. Depuis Agadir, dans un discours adressé à la nation, Feu Sa Majesté Hassan II donne le feu vert pour le départ de cette marche. Cher peuple, demain tu fouleras une terre qui est tienne, tu palperas des sables qui sont tiens et tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ta chère patrie. Le jeudi 6 novembre 1975, le Premier ministre de l'époque, de hauts responsables et plusieurs chefs de mission diplomatiques sont au premier rang. Derrière eux, 350 000 volontaires qui attendent avec impatience de marcher sur la frontière factice. Depuis Agadir, Feu Sa Majesté Hassan II ordonne alors au Premier ministre d'entamer la marche. Les marcheurs atteindront la frontière factice aux environs de 10h30. 3 minutes plus tard, à 10h33 exactement, le drapeau national flotte déjà dans le ciel du Sahara marocain. Tournés vers la Mecque, les marcheurs qui viennent de fouler une terre qui est la leur se prosternent en louange à Dieu. Depuis, ce territoire de nos ancêtres a vu naître, grandir et prospérer de très belles cités et agglomérations, ainsi que d'ambitieux projets de développement socio-économique. Le Sahara marocain, fièrement tourné vers l'avenir. Je l'annonçais en début de cette édition spéciale, Monsieur Mohamed El-Gibi Idrissi, directeur de l'école supérieure de technologie Al Ayoun, est avec nous. Rebonsoir. Alors vous êtes né en 1975, l'année de la Marche verte. En revoyant ces images d'il y a 47 ans, que ressentez-vous? Avez-vous des souvenirs de vos proches, de votre famille qui ont participé, vécu cette épopée et qui en gardent encore des souvenirs vivaces? Merci encore pour l'invitation. Donc, permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la glorieuse Marche verte, que l'école supérieure de technologie de l'Aïoun a l'honneur à présenter ses sincères félicitations et ses profonds respects et profonds estime de fidélité à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu protège et au peuple marocain. Oui, la marche verte ou cette marche pacifique qui a été lancée par Feu roi Hassan II
revendiquer la marocanité du Sahara et aussi pour libérer le territoire de la présence espagnole. Moi, je veux parler un peu de la marche verte d'un autre angle, un angle qui est personnel, un angle qui est sentimental, puisque moi, je suis né en 1975 à Smara, je suis d'origine de l'Aïon Smara, et donc 3 mois, le 30 janvier, 3 mois après la marche verte. Et je me rappelais à l'époque où mon père était encore en vie, il nous rassemble, moi et mes frères et ma sœur, il nous raconte l'histoire lorsqu'il a participé à la marche verte et qu'ils sont passés au bureau dans un quartier pour s'inscrire. Et le jour de départ, lui, mes tantes et mes oncles, ils portaient uniquement un simple djellaba, un turban qu'ils l'on met sur la tête pour se protéger du soleil du désert, un gilet, un sac où il y a de l'eau, du pain et le portrait du feu roi Hassan II et un Coran. Ils sont restés presque 2 jours à 3 jours dans l'attente pour le grand départ. Et que le Maroc aussi, il a mis des milliers de camions et des bus pour transporter tous les volontaires. Moi, je me rappelle, ma tante, elle a dit que ça, c'est un voyage qui était inoubliable et qu'il y avait une ligne très longue de 300 cars l'un derrière l'autre. Et dans les cars, il y avait les gens qui sont des femmes, des hommes, des jeunes, en train de chanter, de danser, tous comme une unique et comme une famille énorme. Et à l'arrivée, lorsqu'ils ont arrivé, les volontaires affranchissaient les frontières espagnoles qui étaient installées par les Espagnols. Mon père il a dit que tout le monde, avec une joie, il criait, il dit ça y est, on a le Sahara, on revient avec notre Sahara. Moi, je pense que la marche verte, pour moi, c'est une leçon de vie, c'est une leçon de patience, de courage, d'une vision que mes parents, que ces 350 000 volontaires qui ont participé, qui étaient fiers, et le discours du feu Sa Majesté Hassan II, feu Hassan II, la veille de la marche verte à Agadir, lorsqu'il a dit demain tu franchiras la frontière, demain tu entameras la marche, demain tu fouleras le sol de tes pays et demain tu palperas les sables qui s'en tiennent. Que de beaux souvenirs. 47 ans après la mobilisation, autant sur le terrain des grands chantiers de développement socio-économique que sur celui de la diplomatie se poursuit. Une cause légitime, appuyée largement par la communauté internationale. Pas plus tard que le 27 octobre dernier, il y a une dizaine de jours à peine, la nouvelle résolution du Conseil de sécurité 2654 est adoptée. L'instance onusienne confirme une fois de plus la prééminence du plan marocain d'autonomie. Le document engage de nouveau la responsabilité de l'Algérie qui doit s'impliquer dans le processus des tables rondes. Seul cadre de discussion pour parvenir à une solution définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Mohamed Aït-Leshkar. La 2654, la nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara marocain, couronne cette éclatante dynamique que connaît le soutien international grandissant à l'initiative marocaine d'autonomie. Il y a eu l'ouverture à Lyon et à Dakhla de plus d'une trentaine de consulats généraux, la non-reconnaissance de l'entité fantoche par plus de 84% des États membres de l'ONU, le soutien au plan d'autonomie par des pays influents de tous les continents ou encore l'essor économique et social que connaissent les provinces du Sud. La nouvelle résolution consacre donc tous ces acquis et elle constitue une résolution à la fois de confirmation et d'évolution. Une résolution d'abord de confirmation du cadre du processus politique. Le Conseil de sécurité considère que le format des tables rondes est le seul cadre de discussion en vue de parvenir à une solution définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain. La 2654 consacre de manière irréversible, à l'instar des résolutions du Conseil depuis 2007, la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l'initiative d'autonomie marocaine en tant que seule et unique solution à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité du royaume. En ce faisant, le Conseil de sécurité a conforté le soutien massif
de la communauté internationale en faveur de l'initiative d'autonomie marocaine. La résolution mandate également l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour faciliter le processus politique en bâtissant sur le cadre instauré par l'ancien envoyé personnel, à savoir les 2 tables rondes tenues à Genève en décembre 2018 et en mars 2019. Il s'agit ensuite d'une confirmation des acteurs du processus politique qui assument une responsabilité juridique, politique et morale dans la recherche de la solution. La résolution appelle de nouveau le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à rester engagés dans ce processus sur toute sa durée, dans un esprit de réalisme et de compromis en vue de le faire aboutir. Il s'agit enfin d'une confirmation de la finalité du processus politique. La résolution réitère que la solution politique devrait être réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Ce qui ne peut être que l'initiative marocaine d'autonomie dont la prééminence a été de nouveau réaffirmée par le Conseil de sécurité. Et l'adoption de cette résolution intervient dans un contexte marqué par les percées significatives réalisées sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au cours des dernières années, le soutien international grandissant de pays influents à l'initiative marocaine d'autonomie, l'ouverture à Laayoune et à Dakhla d'une trentaine de consulats généraux et la non-reconnaissance de plus de 84% des États membres de l'ONU de l'entité fantoche. Mrim El Missi pour le développement. Dans une action diplomatique soutenue, le Maroc continue de bénéficier d'un soutien aussi accru que très large de la communauté internationale. Devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, des pétitionnaires issus des 4 coins du monde confortent la prééminence du plan marocain d'autonomie. Tous conscients de la justesse de la première cause nationale. Je suis constitutionnaliste et donc je connais assez bien le droit comparé constitutionnel et j'ai étudié le plan d'autonomie et j'ai vu que c'est un plan vraiment sérieux. Donc ça donne vraiment des pouvoirs à la population sahraoui. Donc c'est vraiment comme demandé par l'ONU. Le plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc en 2007 reçoit un très large soutien au plan international. Il est notamment qualifié de sérieux et crédible dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. À travers la planète, plus de 90 pays le qualifient de base sérieuse et crédible pour le règlement définitif du conflit artificiel suscité autour de la question de la marocanité du Sahara. Ce vaste soutien international est le fruit de la légitimité à la fois historique et juridique de la cause et de la dynamique de développement que vivent les provinces du Sud. Le Maroc a fait montre d'ouverture. Sa souveraineté sur son Sahara ne fait pas l'objet de négociations. Les Nations Unies doivent respecter cela. J'ai visité plusieurs fois le Sahara du Maroc. J'ai pu me rassurer du développement de cette région par Sa Majesté. J'ai discuté plusieurs fois avec les populations, les élus qui aujourd'hui adhèrent à cette proposition et qui sont très satisfaits des investissements des autorités marocaines dans cette région. Le Maroc avait déjà fait des modifications très importantes au niveau de l'Union africaine, au niveau des rapports avec les autres pays. Et là, on voit qu'il y a un changement de phase au niveau international. Il y a beaucoup plus de pays qui reconnaissent ce travail, qui reconnaissent ce plan d'autonomie. Le développement est effectif. Les mêmes voix s'élèvent et dénoncent cette fois-ci une triste réalité humaine dans les camps de Tindouf, dans l'ouest algérien. Militants associatifs et experts internationaux rejoignent ainsi l'appel à l'ordre du secrétaire général des Nations Unies. La tragédie des enfants soldats dans les camps de Tindouf est encore une fois fustigée à New York. Des pétitionnaires appellent à cesser ce crime contre l'humanité, confortant ainsi les conclusions de rapports européens et d'ONG internationales, rapportées d'ailleurs par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, prouvant, photos et vidéos à l'appui, le drame humanitaire enduré dans les camps de Tindouf. No es posible que en pleno siglo XXI il est inconcevable au XXIe siècle que l'embrigadement des enfants continue d'exister. Il faut impérativement réprouver les pratiques d'endoctrinement de mineurs par les milices armées du Polisario. C'est une violation grave du droit international que la communauté internationale condamne fermement. Creo que todas las naciones civilizadas deben condenar ese accionar.
Je me rendais depuis 1999 au camp de Tindouf en Algérie. J'y ai travaillé durant de longues années, jusqu'en 2007, quand alors j'ai constaté les détournements des aides humanitaires destinées aux populations séquestrées. La 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU réitère son soutien au processus politique onusien qui vise à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional, comme recommandé par les 18 résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Et sur ce même registre, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné à différentes occasions la dynamique positive enregistrée autour du plan d'autonomie à l'international, une dynamique quantitative et qualitative. Je vous propose d'écouter cet extrait du diplomate lors de la conférence de presse tenue le 20 octobre dernier, à l'issue de l'entretien qu'il a eu à Rabat avec la ministre belge des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Depuis 2005, 20 pays ont retiré leur reconnaissance de la pseudo-RASD, dont 10 pays africains. 7 se trouvent dans le voisinage immédiat de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, 23 pays africains ont ouvert leur consulat dans les provinces du sud du Maroc. 90 pays à travers le monde soutiennent l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007. 30 sont africains. Et cette dynamique remarquable, y compris à l'échelle européenne, puisque plusieurs capitales du continent ont exprimé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, reconnue comme la solution unique à ce différend régional pour une solution politique, juste, durable, basée sur le compromis. Lors du même point de presse, la chef de la diplomatie belge, Hadja El Habib, en visite à Rabat, a été on ne peut plus clair. Nous l'écoutons. Il est important que le processus politique reprenne. Une solution politique négociée, juste, durable et mutuellement acceptable est essentielle. Nous avons réitéré notre soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies, de son envoyé spécial personnel, Staffan de Mistura, et appuyé et reconnu le rôle important de la MINURSO pour faire avancer le processus politique. Cher Nasser, la Belgique considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties. Une dynamique politique et diplomatique doublée d'un véritable essor socio-économique. Le Maroc est fortement engagé dans le développement de ses provinces du Sud. En 2015, un modèle de développement dédié à ces provinces est lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Quelques 8 milliards de dollars ont été débloqués pour cet ambitieux chantier qui avance à grands pas pour faire face à des défis de taille. Pas plus tard qu'hier, plusieurs projets ont été inaugurés, d'autres lancés ici à Laayoune. Il s'agit notamment de l'aménagement de l'entrée nord de la ville, de l'aménagement de nouvelles lignes électriques de moyenne tension, y compris dans la zone de Foum El Wadi El Qaria, sur 2,9 km. Il s'agit également de l'aménagement de la corniche d'Al Marsa, de la mise à niveau de plusieurs quartiers comme Al Nahda, Al Massira, Al Wahda, en plus de projets de portée sociale pour quelques 2800 familles dans la ville de Laayoune, El Marsa. Il s'agit aussi de l'aménagement de terrains sportifs de proximité, en plus de divers autres projets à fort impact social. Les provinces du Sud connaissent donc une urbanisation rapide. Plus de 150 000 projets de logement et équipements collectifs ont été implantés lors des 2 dernières décennies. Visite guidée à travers 3 pôles urbains de Laayoune avec Marim Missi, Nordine Saber Abdillah El-Cheb et Nordine Amlel. Nous avons posé nos caméras ici, au cœur du pôle urbain Al Wifaq, au centre-ville de Laayoune. Un quartier résidentiel plutôt agréable, d'où résonnent les bruits de travaux. Des pavillons en pleine construction. Ici, les R+2 et R+3 font place aux habitations insalubres. قد أنجزت العمران الجنوب عدة
Depuis 2006, Al-Umran Al-Janoub s'est engagé dans la lutte contre le logement insalubre à travers la construction de 150 000 unités de logement, dont des lots de terrain équipés pour un budget de 7 milliards de dirhams. Un peu plus loin d'Al-Wifaq, Madinat El-Wahda et 25 mars. Deux autres pôles urbains également portés par Al-Umran. Ces projets de logement équipés de services de proximité s'érigent sur les cendres de ce que fut le campement Al-Wahda il y a de cela une quinzaine d'années. Ces pôles urbains ont permis à des dizaines de milliers de familles de bénéficier de logements sociaux avec en prime 3 villes déclarées sans bidonville, Dakhla, Boujdour et Laayoune. Des logements flambant neufs qui promettent une meilleure qualité de vie pour quelques 22 000 habitants. On parle de plus de 69 500 unités de logement dans des lots de terrain distribués gracieusement aux bénéficiaires. Cela fait un budget de plus de 4 milliards de dirhams. De quoi réinventer le visage urbain du chef-lieu des provinces du Sud. À Laayoune, Marim El Missi, Nordin Saber pour Al-Oula. Retour à présent à notre invité, Mohamed El Ghibri Idrissi. Vous êtes né à Laayoune et vous avez grandi avec la ville. Vous êtes témoin de cette dynamique. En presque 5 décennies, les villes des provinces du Sud sont devenues de belles cités et des pôles de développement. Une fierté pour vous, mais aussi pour tous les Marocains. Oui, effectivement. Alors actuellement, la région de Laayoune, Sarria al-Hamra, elle vit depuis plusieurs années au rythme d'un développement intégré à tous les niveaux. Donc ceci à la faveur d'une vision royale qui était claire, qui était voyante et qui vise à faire des provinces du Sud un pôle économique qui est attractif, promoteur et également un environnement d'investissement au premier plan. Donc actuellement, grâce au nouveau plan de développement, le projet de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc la région de Laayoune, Sarria al-Hamra, jouit désormais d'un environnement attractif pour les investissements et des affaires. Donc si je donne par exemple un simple exemple, à l'époque il n'y avait pas la route de Laayoune. Si on veut partir de Laayoune à Casablanca, on doit mettre à peu près 4 jours au quart. Actuellement il y a le grand projet de l'autoroute Tiznit-Laayoune qui va diminuer un peu le coût de la production. Si je parle au niveau de la santé, à l'époque il n'y avait pas des hôpitaux, il n'y avait même pas des centres hospitaliers dans la région. Maintenant il y a le centre hospitalier, le grand projet royal du centre hospitalier universitaire. Au niveau des deux pôles universitaires, il y a la ville des métiers et des compétences. Il y a la faculté, c'est le projet royal de la faculté de médecine et de la pharmacie à Laayoune et des instituts et d'autres écoles. Si on parle au niveau d'autres projets, c'est le plan, c'est l'économie bleue. Alors Laayoune, Sarria al-Hamra actuellement, elle a mis à disposition des grands projets des énergies renouvelables qui comptent les unités électriques, les unités centrales, également les champs éoliens. Donc la position stratégique de la région de Laayoune, Sarria al-Hamra, c'est une porte pour les investissements, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit maintenant avec cette ouverture, avec les consulats sud-sud, voilà, sud-sud. Donc c'est vraiment tout des projets d'investissement qui sont importants dans la région. Et justement, les provinces du Sud sont en passe de devenir un véritable pôle universitaire. Vous venez de le mentionner, avec notamment une offre académique et de formation importante, comme ici à Laayoune, qui vient de se doter d'une faculté de médecine et de pharmacie, visitée pour nous par Mohamed El Wahibi, Abdelali Iyad, avec Zakaria Mouqim Billah et Boubkar Ben Gabrit. La faculté de médecine et de pharmacie est une nouvelle structure de référence à Laayoune. Pour son démarrage l'année dernière, l'établissement avait accueilli 100 étudiants, un nombre qui augmentera à chaque rentrée. Aujourd'hui, l'édifice est dans ses dernières phases de réalisation. La faculté est construite sur une superficie totale de 10 hectares, dont 22 600 mètres carrés couverts. Le coût global est de 257 millions de dirhams. Le taux d'avancement du projet est de 90%. La faculté comprend 4 amphithéâtres, 3 d'une capacité de 300 étudiants et un 4e d'une capacité de 400 étudiants
en plus de 39 salles de classe et 16 laboratoires. Cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Maroc de former 3300 médecins par an. Cette faculté permettra de renforcer les ressources humaines dans les métiers de la santé dans les provinces du Sud et partout dans le royaume. Elle est réalisée selon des normes modernes par des compétences 100% marocaines. Nous avons opté pour des matériaux de construction locaux. Ce sont des matériaux adaptés au climat de l'Aïoun et des zones désertiques. Nous avons également opté pour des technologies modernes. Les équipements correspondent aux dernières technologies dans le domaine. La création d'une faculté de médecine et de pharmacie était très attendue par les étudiants des provinces du Sud. La structure offrira des formations dans de nouvelles spécialités. Cette faculté nous facilite les choses. Nous n'avons plus à nous déplacer à Agadir, Marrakech ou Rabat. C'est un tremplin pour la formation des médecins de demain. Beaucoup d'étudiants souhaitent poursuivre leurs études supérieures mais souffrent de l'éloignement. Avoir cette faculté à l'Aïoun permet en plus d'alléger les charges. Elle offre de nombreuses perspectives. Le projet de la faculté de médecine et de pharmacie est l'un des exemples ambitieux du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, un nouveau pilier de l'offre d'enseignement et de recherche dans les métiers de la santé au niveau national. Alors pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, Mohamed El-Guibi Idrissi, je rappelle que vous êtes directeur de l'école supérieure de technologie de l'Aïoun, une ville qui vient de se doter, nous l'avons vu dans le reportage, d'une faculté de médecine et de pharmacie, mais pas que. L'offre de formation s'élargit de jour en jour. De quoi se compose-t-elle aujourd'hui et quels sont les projets futurs? Oui, parmi les... Ça, c'était un des projets phares dans la région de l'Aïoun, Sakhir El-Hamra. Sachant que la première institution universitaire installée dans les provinces du Sud, c'est l'Aïoun, avec l'école supérieure de technologie en 2014, dotée par des formations de diplômes universitaires spécialisés de 2 ans plus une année pour la licence professionnelle à différents champs de la technologie, la génie civile, la génie informatique, la génie agrobiologique, la pêche et la santé. En 2015, il y a la faculté polydisciplinaire dans la ville d'Esmara. Et actuellement, c'est le grand projet, c'est la faculté de médecine et de pharmacie. Les étudiants actuellement dans la province, si je parle de la province du Sud, de la région Guelmi-Mouadnoun, avec 5 institutions, écoles, avec une faculté de médecine, de pharmacie qui vient d'être avoir également à partir des années prochaines, et la région de Dakhla Oued Dahab avec 2 écoles d'ingénieurs. Donc au total, les provinces du Sud, on a accueilli à peu près de 7000 étudiants. Donc ça, c'est un plus pour cette vision royale, c'est que on essaie d'approcher l'offre de formation aux étudiants de la région. Mohamed El-Guibi Idrissi, directeur de l'école supérieure de technologie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci pour l'invitation. Et toujours à l'occasion de ce 47e anniversaire de la Marche Verte, l'Aïoun vit au rythme de nombreuses manifestations culturelles et artistiques, des rallyes auto-moto qui convergent vers la ville, certains venant du nord, d'autres du sud, de Dakhla, des marathons internationaux dont celui de ce matin avec les Émirats Arabes Unis comme invités d'honneur. Regardez ces images. Au programme aussi des spectacles de rue et des soirées artistiques avec des artistes de toutes les régions du royaume. Vous le voyez derrière moi sur cette place d'Al-Meshwar. À 22h30, un plateau d'artistes animera une soirée haut en couleur avec notamment la participation de Mama Mint Ahmed, Zaidan, Hamid El-Qasri, Le Fnayer ou encore Zouhir Bahawi.
Et c'est ici que s'achève cette édition spéciale Marche Verte depuis l'Aïoun. Merci à vous de nous suivre. Merci à toutes les équipes journalistiques et techniques qui ont contribué à ce direct. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain sur ce même plateau depuis l'Aïoun. Un studio surplombant la grande place du Méchoir au cœur de la métropole du Sahara marocain. Retour à nos studios à Rabat. À vous l'antenne, Nisrine. Merci Iman. Et toujours en liaison avec les festivités dont vous nous parliez, des festivités liées à la commémoration de la glorieuse Marche Verte, eh bien, nous vous proposons ce soir de découvrir la toute nouvelle chanson patriotique signée Rachida Talal et une chorale composée de jeunes talents, chanson baptisée Terre de mon pays, Sahara marocain, une ode à cette épopée historique, la Marche Verte, inspirée par le génie de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Je vous laisse apprécier le clip. جلد ويرا حرة أرض مكتوب
Et avant de clore ce journal spécial Marche verte, je vous rappelle que Sa Majesté le roi Mohammed VI adressera ce soir un discours à son peuple fidèle à l'occasion du 47e anniversaire de la glorieuse Marche verte. C'est ce qu'annonce le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie dans un communiqué. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et de la télévision à partir de ce soir à 20h30. Et c'est la fin donc de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée sur Al Oula.